in innovation for the last 25 years. We had a very good agreement in Paris in December. Et si le plus grand secret de la politique française n'avait jamais été une trahison, mais un silence? À 72 ans, Ségolène Royal prononce enfin une phrase que beaucoup attendaient, sans vraiment croire qu'elle viendrait un jour. Une phrase courte, calme, presque banale. Et pourtant, elle traverse la France comme une lame froide. Je me suis tue pour protéger mes enfants et pour ne pas détruire ce que nous avions bâti. Il n'y a ni colère dans sa voix, ni revanche, ni pathos, juste une vérité nue, déposée là après près de 20 ans de silence. Et soudain, tout ce que l'on croyait savoir vacille. Car ce mutisme, longtemps interprété comme de la froideur, de l'orgueil ou une stratégie politique, apparaît sous un autre jour, celui d'un sacrifice intime, discret, presque invisible. Pendant des décennies, la France a observé ce couple hors norme, mêlant amour et pouvoir, ambition personnelle et destin national. François Hollande, figure montante du Parti socialiste, et Ségolène Royal, femme politique déterminée, droite, insaisissable. Ensemble, ils ont traversé les campagnes électorales, les nuits sans sommeil, les sourires de façade et les défaites amères. Ensemble, ils ont construit une famille, donné naissance à 4 enfants et offert au public l'image rassurante d'une union solide au cœur de la République. Mais derrière les photographies officielles et les discours maîtrisés, quelque chose se fissurait. Lentement, silencieusement. Pendant que la France croyait à l'unité, elle vivait déjà la séparation. Pendant que les caméras filmaient la combattante politique, une femme affrontait seule une douleur que personne ne devait voir. Pourquoi s'est-elle tue? Par amour? Par fierté? Ou par peur de tout perdre si elle parlait? À 72 ans, ce qu'elle livre aujourd'hui n'est ni une confession tardive, ni un règlement de compte. C'est une libération, une reprise de contrôle sur un récit trop longtemps raconté par d'autres. Pour la première fois, Ségolène Royal ne parle plus en responsable politique, mais en femme libre. Une femme qui regarde en arrière, sans haine, mais sans mensonge. Ce silence, elle l'a porté comme on porte un poids invisible. Il a traversé les plateaux de télévision, les débats politiques, les campagnes électorales et même les humiliations publiques. Beaucoup n'y ont vu qu'une posture. Peu ont compris le prix réel de cette retenue. Car se taire dans un monde avide de scandales est souvent plus violent que crier. Et si ce silence n'avait jamais été une faiblesse? Et s'il avait été, au contraire, la forme la plus exigeante du courage? Ce jour-là, devant les caméras, Ségolène Royal ne cherche pas à convaincre. Elle n'accuse pas. Elle ne demande rien. Elle se contente de dire pourquoi elle a choisi de se taire. Et ce choix soudain éclaire d'un jour nouveau toute une vie faite de discipline, de retenue et de solitude. Une vie où la douleur n'a jamais eu droit au spectacle. Mais pour comprendre ce silence, il faut remonter bien plus loin. Bien avant les palais de la République, bien avant les campagnes présidentielles. Il faut revenir à l'enfance, là où tout a commencé, là où Ségolène Royal a appris, très tôt, que montrer ses émotions pouvait coûter cher. Bien avant les estrades politiques, bien avant les débats télévisés et les regards braqués sur elle, Ségolène Royal a appris une leçon fondamentale. Le silence protège. Elle ne l'a pas apprise dans les livres, ni dans les discours idéologiques. Elle l'a apprise dans l'enfance, dans un cadre rigide, presque austère, où l'émotion n'était pas une faiblesse tolérée, mais une faute à corriger. Née à Dakar, dans une famille militaire, elle grandit sous l'autorité d'un père sévère, obsédé par la discipline, l'ordre et le contrôle. Dans cette maison, on ne se plaint pas, on ne pleure pas, on se tient droit. Très tôt, la petite Ségolène comprend que montrer sa douleur, c'est s'exposer. Que parler trop, c'est risquer de perdre pied. Alors elle observe, elle encaisse, elle apprend à contenir ce qui brûle à l'intérieur. Ce cadre dur forge son caractère. Il lui donne une colonne vertébrale, une endurance hors du commun. Mais il lui enseigne aussi quelque chose de plus profond, de plus dangereux peut-être. L'art de tout garder pour soi. Là où d'autres enfants crient ou se rebellent, elle se tait. Elle développe cette capacité rare à supporter sans se briser. Une capacité qui plus tard deviendra sa marque et sa prison. À l'école, elle est brillante, sérieuse, déterminée. Elle ne cherche pas à séduire mais à comprendre. Cette rigueur l'amène naturellement vers Sciences Po, puis vers l'ENA, temple de l'élite républicaine. Là encore, elle ne se livre pas. Elle observe, travaille, avance.
Elle sait que dans ce monde-là, chaque mot compte, chaque émotion visible peut devenir une faiblesse exploitée. C'est dans ces couloirs feutrés qu'elle rencontre François Hollande. Deux jeunes esprits ambitieux, deux trajectoires parallèles, unis par la même fascination pour la politique et le pouvoir. Leur relation naît sans éclat, sans démonstration. Une histoire discrète, presque secrète, à l'image de celle qu'elle a toujours privilégiée. Ensemble, ils rêvent d'un avenir à construire, d'un monde à changer, d'une place à prendre. Pendant des années, cette union fonctionne comme un équilibre. Ils se soutiennent, se complètent, avancent côte à côte. Mais déjà, sans que personne ne le remarque vraiment, Ségolène Royal est celle qui se tait le plus, celle qui absorbe, celle qui protège l'image du couple, même lorsque des tensions apparaissent, car elle a appris très tôt qu'un conflit exposé peut tout détruire. Cette habitude de l'enfance, ne pas montrer, ne pas dire, ne pas se plaindre, devient une seconde nature. Dans la sphère privée comme dans la sphère publique, elle garde le contrôle. À force de discipline, elle transforme le silence en armure. Une armure élégante, respectable, mais lourde à porter. Et pourtant, à ce moment-là, rien ne laisse encore présager la tempête à venir. Le couple avance, les carrières progressent, les enfants naissent, de l'extérieur, tout semble solide. Mais à l'intérieur, quelque chose se fragilise lentement, insidieusement, comme une fissure invisible dans un mur que l'on croit indestructible. Ce que Ségolène Royal ignore encore, c'est que cette capacité à se taire, acquise dès l'enfance, va bientôt être mise à l'épreuve comme jamais auparavant, non plus par l'autorité d'un père, mais par la brutalité du pouvoir, la trahison intime et le regard impitoyable de toute une nation. Car lorsque l'amour et l'ambition se confondent, le silence n'est plus seulement une protection, il devient un choix tragique, un choix qui, un jour, la conduira à encaisser seule ce que peu de femmes auraient supporté sous les projecteurs. Pendant longtemps, leur histoire a donné l'illusion parfaite d'un équilibre. Deux carrières politiques qui montent en parallèle, 4 enfants, une organisation réglée comme une mécanique de précision. À Paris, dans les couloirs du Parti socialiste, on les regarde comme un duo solide, presque indissociable. Ils ne s'affichent pas trop, ils ne se racontent pas, mais ils avancent ensemble. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. En réalité, quelque chose a déjà commencé à se déplacer. Lentement, sans bruit, comme souvent dans les histoires qui font le plus mal. Quand le pouvoir s'installe, il change la nature des relations. Les confidences se raréfient, les silences s'allongent, les regards ne cherchent plus les mêmes choses. Lui multiplie les réunions, les stratégies, les alliances. Elle observe, elle comprend, elle sent que le centre de gravité du couple glisse, imperceptiblement mais sûrement. Ségolène Royal n'est pas une femme naïve. Elle connaît les règles du jeu politique. Elle sait que l'ambition dévore, que le pouvoir isole, que l'intime devient vite un luxe. Mais elle croit encore à une forme de loyauté tacite, à cette fidélité silencieuse que l'on ne proclame pas, mais que l'on respecte. Elle se trompe. Ou peut-être refuse-t-elle de voir trop tôt. La fissure ne se manifeste pas par une scène violente, ni par une révélation brutale. Elle s'installe par petites touches, des absences répétées, des conversations écourtées, des décisions prises sans elle. Rien de spectaculaire, rien que l'on puisse dénoncer publiquement. Et pourtant tout est déjà là. La distance est devenue réelle. Autour d'eux, certains devinent. Les collaborateurs sentent la tension. Les amis hésitent à poser des questions. Les journalistes flairent dans quelque chose, mais ne tiennent encore rien de concret. Et elle, fidèle à elle-même, se tait. Non par ignorance, mais par choix. Elle continue à protéger ce qui reste, à préserver l'image du couple, à maintenir une façade qui rassure autant la famille que l'opinion. Les années passent. Les ambitions politiques de Ségolène Royal prennent de l'ampleur. Elle devient une figure incontournable, une femme que l'on admire autant qu'on redoute, droite, déterminée, parfois jugée trop froide. Ce que peu comprennent, c'est que cette froideur apparente est en réalité une discipline, une manière de tenir debout quand tout vacille à l'intérieur. À mesure que les projecteurs se rapprochent, la vie privée, elle, s'efface. L'amour devient secondaire, la stratégie prime. Et dans cette logique implacable, elle commence à comprendre qu'elle est seule à se battre pour maintenir l'équilibre. Lui est déjà ailleurs, mentalement, émotionnellement. Mais rien n'est encore officialisé, rien n'est dit, le silence continue de régner. Ce silence pourtant devient lourd, presque étouffant. Il n'est plus seulement une protection, mais une épreuve quotidienne. Chaque dîner sans échange réel, chaque retour tardif sans explication,
chaque regard fuyant confirme ce qu'elle n'ose toujours pas formuler à voix haute. Parler serait reconnaître la perte. Et reconnaître la perte, pour elle, a toujours été inacceptable. Dans les cercles politiques, on commence à murmurer. Des rumeurs circulent, des phrases inachevées, des sourires gênés, mais tant que rien n'est public, tant que rien n'est dit, elle continue. Elle avance. Elle se concentre sur son travail, sur ses idées, sur cette conviction profonde que le combat politique mérite tous les sacrifices personnels. Elle ne sait pas encore que le plus grand sacrifice reste à venir. Car lorsque la politique entre en collision frontale avec l'intime, il n'y a plus d'abri possible, et bientôt la France entière va découvrir son visage, son calme, sa maîtrise, sans imaginer une seule seconde ce qu'elle est en train d'endurer. La campagne présidentielle approche. L'enjeu est immense. Pour elle, pour lui, pour le pays. Et au moment précis où elle s'apprête à affronter l'épreuve politique la plus exposée de sa vie privée, elle est déjà en ruine. Mais Ségolène Royal ne s'effondre pas. Elle se redresse. Elle se tait encore. Et elle entre dans l'arène. L'année 2007 commence comme une promesse et s'achève comme une fracture. Pour Ségolène Royal, c'est l'instant de vérité. Elle est désormais candidate à la présidence de la République. Première femme à ce niveau sous la veuve République. L'histoire est en marche, les attentes immenses, les regards braqués, la France la scrute, la jauge, l'espère, et elle, derrière cette posture impeccable, avance avec un secret que personne ne doit voir. Car au moment même où elle gravit la marche la plus exposée de sa carrière, sa vie intime est déjà en morceaux. Elle le sait, elle le sent, elle n'a plus besoin de preuves. François Hollande s'est éloigné, pas par une rupture franche, mais par une absence progressive, presque clinique. Et pourtant elle ne dit rien, pas un mot, pas une allusion, pas une plainte, elle choisit de compartimenter, de survivre. La campagne est d'une violence rare. Chaque phrase est disséquée, chaque hésitation amplifiée, chaque émotion suspectée. On l'accuse d'être trop rigide, trop contrôlée, pas assez chaleureuse. Personne n'imagine que cette maîtrise est le dernier rempart entre elle et l'effondrement. Car dans l'ombre, la douleur est constante. Et parler dans ce contexte serait se livrer à la meute. Le 2 mai 2007, le débat télévisé face à Nicolas Sarkozy devient un moment de tension nationale. Des millions de Français sont devant leur écran. On analyse le ton, le regard, la posture, on commente chaque silence. Ce que personne ne voit, c'est que ce soir-là, Ségolène Royal ne débat pas seulement avec un adversaire politique, elle affronte aussi sa propre humiliation intime. Derrière le pupitre, elle tient. Droite. Calme. Sa voix ne tremble pas. Chaque mot est mesuré, presque chirurgical. Elle sait qu'au moindre signe de faiblesse, on ne parlera plus de son programme, mais de sa fragilité. Alors elle se redresse davantage. Elle transforme le silence en force. Elle encaisse encore. Un proche racontera plus tard. Elle n'a pas pleuré, mais son regard disait tout. Ce regard, c'est celui d'une femme qui comprend que le pouvoir peut tout prendre, même ce que l'on croyait intouchable. L'amour, l'intimité, la confiance. Quand les caméras s'éteignent, le pays continue de commenter la performance. Victoire ou défaite, peu importe. Pour elle, la vraie défaite est ailleurs. Elle est silencieuse, intérieure et irréversible. Elle sait désormais que rien ne sera plus comme avant, mais elle refuse de tomber. Pas maintenant, pas devant eux. Elle perd l'élection. Mais ce soir-là, sans le savoir, elle gagne autre chose. Quelque chose de plus rare et de plus durable. Le respect. Le respect de ceux qui ont vu sa tenue, sa dignité, sa capacité à ne pas céder sous la pression, sans jamais comprendre le prix qu'elle payait en coulisses. Après 2007, les rumeurs deviennent plus précises, les demi-mots se transforment en certitudes. Les photos volées, les confidences indirectes, les silences éloquents finissent par révéler ce qu'elle savait déjà. François Hollande partage désormais la vie d'une autre femme. Le choc est immense, mais aucune colère ne franchit ses lèvres. Dans l'intimité, elle fait un choix radical. Elle se tait, non par faiblesse, mais par instinct de protection. Protéger ses enfants, protéger leur histoire, empêcher que la blessure privée devienne un spectacle public. Elle sait que dans ce monde-là, une femme trahie est vite transformée en proie. Elle refuse ce rôle. Ce silence, beaucoup le jugent. Certains le trouvent glaçant, d'autres y voient de l'orgueil. Peu comprennent qu'il s'agit d'une armure,
Une armure forgée dans l'enfance, renforcée par le pouvoir, est désormais indispensable pour survivre. Car parler aurait tout détruit, et elle n'était pas prête à tout perdre pour dire sa douleur. Après 2007, quelque chose se referme définitivement. Pas dans les journaux, pas dans les discours, mais à l'intérieur. Ségolène Royal comprend que le tumulte est terminé à l'extérieur, mais qu'un autre combat commence, plus long, plus solitaire, plus exigeant, celui du silence assumé. Les médias, eux, n'abandonnent pas. Ils attendent une phrase, une réaction, une colère, un dérapage. Ils veulent le moment où la femme politique deviendra enfin une femme blessée, visible, exploitable. Mais ce moment ne vient pas. Ségolène Royal continue d'apparaître droite, mesurée, presque impénétrable. Chaque interview est un exercice de contrôle absolu. Chaque sourire est dosé, chaque mot est pesé. Dans les coulisses, ceux qui la côtoient parlent d'un calme presque inquiétant. Elle ne se confie pas, elle n'accuse jamais. Elle observe, encaisse, avance. Beaucoup prennent ce silence pour de la froideur. En réalité, c'est une stratégie de survie. Elle sait que dans la politique française, une femme qui montre sa douleur devient vite suspecte, trop émotive, trop fragile, trop personnelle. Elle refuse d'entrer dans ce piège. Elle le dit à quelques proches, très rarement. Mes enfants n'ont pas à porter la honte des adultes. Cette phrase résume tout. François Hollande reste le père de ses enfants. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait détruit, elle refuse de salir ce lien. Parler publiquement, ce serait les exposer, les obliger à grandir sous le regard cru du jugement collectif. Elle ne le permettra pas. Alors elle choisit le silence comme on choisit une frontière, une ligne invisible que personne n'a le droit de franchir. Ce mutisme devient une discipline quotidienne. Chaque matin, elle se lève tôt. Elle lit la presse, elle travaille, elle se prépare comme si rien ne s'était effondré. Le soir, quand les portes se ferment, elle retrouve la solitude. Mais même là, elle ne s'autorise pas à s'effondrer. Un proche raconte qu'à cette époque, elle lisait beaucoup. Camus, Beauvoir, Duras, des auteurs qui parlent de la dignité, de la retenue, de la résistance intérieure. Les mots des autres deviennent son refuge. Elle écrit aussi, des phrases courtes, jamais destinées à être publiées. Le silence n'est pas une faiblesse. Se taire, c'est parfois se sauver. Dans sa maison, loin des micros, elle marche souvent seule dans le jardin, tard le soir. Elle respire lentement. Elle ne pleure pas, ou très peu. Elle transforme la douleur en endurance. Chaque jour, elle se répète la même injonction, héritée de l'enfance. Reste droite. Pendant ce temps, François Hollande poursuit son ascension. Le passé refait surface, malgré elle. Les journalistes lui posent des questions de plus en plus directes. Elle esquive sans mépris, sans colère. Elle refuse de commenter la vie privée du futur président. Ce n'est plus son combat, dit-elle simplement. Son silence est devenu sacré. Ce que personne ne voit, c'est le travail intérieur, qui s'opère lentement. À force de ne pas parler, elle finit par comprendre pourquoi. Parler aurait signifié admettre la défaite. Et Ségolène Royal n'a jamais supporté de perdre. Le silence lui permet de rester maîtresse de son récit, de ne pas laisser les autres définir sa douleur à sa place. Un jour, lors d'une émission, un journaliste ose enfin la question que tout le monde attend. Pourquoi n'avoir jamais répondu aux humiliations ? Elle sourit, un sourire calme, presque doux, et elle répond « parce qu'il fallait que quelqu'un reste digne ». Le plateau se fige, il n'y a rien à ajouter. Elle n'a accusé personne, elle n'a rien révélé. Et pourtant, tout est dit. Son silence vient de parler plus fort que n'importe quelle confession. Mais cette retenue, si admirable soit-elle, a un prix invisible, des années de solitude, de renoncement, de nuits sans sommeil. Ce silence lui a tout coûté, et pourtant, il va aussi tout lui rendre. Car loin du tumulte, loin de Paris, une autre vie est en train de naître, une vie plus simple, plus lente, une vie où elle n'a plus besoin de se battre pour exister. Et c'est dans ce retrait discret, presque monacal, que Ségolène Royal va découvrir ce que le silence, après avoir tant pris, peut aussi offrir en retour. Il y a un moment dans la vie de certaines personnes où le combat cesse sans qu'il y ait de victoire apparente. Pas de discours, pas d'applaudissements, juste un retrait. Pour Ségolène Royal, ce moment arrive loin de Paris, loin des plateaux de télévision, loin de cette scène politique qui a tant pris,
sans jamais vraiment rendre. À La Rochelle, sa maison n'a rien d'un refuge spectaculaire. Les murs sont clairs, les meubles sobres, la lumière entre doucement le matin. Ici, personne ne l'attend, personne ne l'interroge, personne ne lui demande d'expliquer ce qu'elle a vécu. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a plus besoin de se défendre. Ses journées commencent dans le silence, un café, un livre, parfois de la musique classique. Elle jardine, elle écrit encore, mais différemment. Non plus pour survivre, mais pour comprendre. Elle marche souvent seule, sur le port, les mains dans les poches. Les passants la reconnaissent. Certains la saluant avec respect, d'autres la remerciant. Elle répond par un sourire discret. Rien de plus, tout est dit. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une conquête. Elle a choisi de ne plus jouer de rôle, de ne plus incarner une image, de ne plus porter le poids des attentes des autres. Après avoir traversé la trahison, la solitude et l'humiliation silencieuse, elle découvre quelque chose de plus rare que le pouvoir, la paix intérieure. Avec le temps, son regard change. Il n'y a plus cette tension permanente, cette vigilance constante. Elle parle plus lentement, elle écoute davantage. Quand elle prend la parole lors de conférences, ce n'est plus pour convaincre, mais pour transmettre. Elle parle de justice sociale, d'écologie, de responsabilité. Elle dit souvent que le pouvoir ne vaut rien sans lucidité, que les échecs enseignent ce que les victoires cachent. Dans le regard de ses enfants, elle retrouve ce qu'elle craignait d'avoir perdu, le respect, une affection calme, silencieuse, solide. Elle sait alors qu'elle a fait le bon choix, que se taire n'a pas été une faiblesse, mais une protection, pour eux, pour elle, pour ce qu'il restait à sauver. Un jour, lors d'une conférence sur la place des femmes dans la vie publique, elle prononce une phrase qui résonne comme une conclusion. En politique, comme en amour, il faut parfois savoir se taire pour ne pas perdre son âme. Elle ne précise rien, elle n'en dit pas plus, elle n'a plus besoin. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque son nom, ce n'est pas la colère qui vient à l'esprit, c'est le calme. Une forme de pudeur presque oubliée, celle d'une femme qui a tout connu. L'amour, la trahison, la gloire, la solitude, et qui a refusé de se laisser définir par sa blessure. Son silence lui a tout coûté, des années de retenue, de renoncement, de nuits blanches, mais il lui a aussi tout rendu. La liberté, la dignité, et cette force tranquille que rien ne peut plus ébranler. En refusant le scandale, elle a préservé son indépendance. En choisissant la retenue, elle a gardé son autorité morale. En se taisant, elle s'est sauvée. Et peut-être, au fond, ce silence était aussi une autre forme d'amour. L'amour de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils avaient construit. Le respect d'une histoire qui ne méritait pas d'être salie par les mots. Alors, une question demeure. Une question que je vous laisse ce soir avant de refermer cette histoire. Face à la trahison, qu'auriez-vous fait ? Parler au risque de tout détruire ? Ou choisi le silence pour rester debout ? Si cette histoire vous a touché, laissez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec ceux qui aiment les récits profonds et humains et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Parce que parfois, le plus grand courage, ce n'est pas de crier, c'est de se taire.